service départemental de l'archéologie du Var. Donc, ce soir, je vais vous parler des habitats perchés du Haut Moyen-Âge, entre le 5e et le 8e siècle, en Provence. Donc, on y va. Donc, un habitat perché, d'abord, qu'est-ce que c'est? Un habitat perché, comme avant la fin du 10e, début 11e siècle, on n'a pas beaucoup de textes pour le Moyen-Âge. Eh bien, on se réfère, en fait, vu qu'on ne connaît pas le statut des sites, à cause de ce manque de texte, on se réfère en fait à une description purement archéologique de ces sites, dont on constate qu'ils reviennent de manière assez régulière dans le paysage, parce qu'on n'en recense pas moins d'après entre 80, ça dépend des comptes, pour tout vous dire, entre 80 et 104, 105 sites perchés dans toute la Provence, donc l'actuel, par Provence j'entends l'actuel PACA. Donc, vu qu'on n'a pas de texte, on se réfère à leur vraiment description physique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des habitats perchés parce qu'ils sont situés sur des sommets de collines ou de montagnes, et donc naturellement déjà fortifiés. Mais à cette fortification naturelle va s'ajouter la main de l'homme. C'est-à-dire qu'il va y rajouter des remparts, etc., ce qu'on va voir après. Donc le Haut Moyen-Âge, très vite, c'est quand? Le Haut Moyen-Âge, c'est toute la première tranche du Moyen-Âge qui va du 5e jusqu'au 10e siècle. C'est-à-dire qu'à partir du 10e siècle, fin 10e, début 11e, ce moment justement où on a une floraison des textes, eh bien on a ce qu'on appelle la période féodale. C'est-à-dire qu'on rentre en plein dans le Moyen-Âge. Et donc avant cette période d'affirmation de la féodalité, on parle de Haut Moyen-Âge. Donc les 5e, 10e siècle, Haut Moyen-Âge. Et donc, comme on parle aujourd'hui des 5e et 8e siècles, eh bien, on est dans le Haut Moyen-Âge. Donc, vous voyez, le Haut Moyen-Âge, c'est une période très large, dans laquelle beaucoup de choses peuvent se passer, parce que ça recouvre 5 siècles. Ça va, bien sûr, c'est un découpage académique, et ça va de la déposition du dernier empereur romain d'Occident, qui est Romulus Augustule, jusqu'au couronnement du Capet. Donc en Provence, pour vous donner une petite idée du point c'est une longue période en fait, on a 5 siècles mouvementés avec plein de changements de pouvoir, plein de changements politiques. Donc là vous êtes pris de ne pas tout retenir, bien sûr, j'ai fait exprès de vous mettre ça en caractère illisible. Donc vous voyez, alors début du 5e siècle, usurpateur Constantin III qui établit sa capitale à Arles. Ensuite, il est destitué par les armées d'Honorius, exécuté. Honorius reprend la Provence. Ensuite, la Provence reste sous domination impériale. L'Empire décline. Les Visigoths installés à Toulouse prennent la Provence. Ensuite, les Visigoths sont battus à Vouillers par les Francs en 507. Et lorsqu'ils sont battus par les Francs à Vouillers, c'est-à-dire en actuelle Aquitaine, il va y avoir une guerre entre les Francs et les Ostrogoths établis en Italie. Donc les Francs établis au nord de la France actuelle et dans la Belgique, et les Ostrogoths établis en Italie. Les deux vont se faire une guerre pour la possession de la Provence, et c'est les Ostrogoths qui vont gagner dans un premier temps. Ensuite, les Ostrogoths ont une guerre contre les Byzantins et contre la neutralité des Francs dans le conflit qui les oppose aux Byzantins. Les Ostrogoths vont céder la Provence aux Francs en 536-537. Là encore, les historiens ne sont pas trop d'accord sur les dates, mais on n'est pas un an près pour ces périodes. Et donc la Provence passe en 536-537 sous domination franque, et elle va le rester. Et ensuite, sous domination franque, bien sûr, des guerres civiles, comme le monde de Franc on connaît, comme Grégoire de Tours nous les raconte, et donc notamment des guerres aussi civiles au 8e siècle avec des expéditions de Charles Martel dans le sud de la France. Comme j'ai dit, c'est pas la peine de retenir tout ça, hein, c'était juste pour vous donner un petit aperçu vite fait. Donc voilà. Je ne veux pas trop mouiller, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépend des décomptes, on est entre 80 et 100 sites, donc je l'ai dit 90 sites, j'ai coupé au milieu, j'ai la poire en deux. Donc en Provence, comme j'ai dit, par Provence j'entends PACA en fait, mais la Provence culturellement c'est bien plus que ça, c'est aussi la Drôme, etc., on peut aller plus loin. C'est un terme, la Provence, qui apparaît en fait dans l'acceptation actuelle
C'est un terme qui se généralise dans son acceptation territoriale à partir de la période féodale, justement. Ça apparaît dès le XIIe siècle, on commence à voir dans les textes déjà carolingiens, au 8e, 9e siècle, mais à partir du XIIe siècle, ça devient systématique. On commence à voir un comte de Provence au XIe siècle, etc. Donc, dans la Provence, dans PACA actuel, on a tous ces sites-là. Vous voyez, toutes ces tours, toutes ces petites tours représentées sur la carte, en fait, ce sont des sites perchés des 5e, 8e siècle, de ce qu'on connaît actuellement, parce que il faut savoir que la carte est encore alimentée actuellement et des sites continuent, inédits, à être découverts. Alors, parmi ces sites, 90 sites, eh bien, on a plusieurs catégories de sites. Et deux grandes catégories. Des sites, d'abord à vocation militaire prépondérante, que je vais vous présenter. Je me rends compte que je ne parlais pas bien devant le micro, non, peut-être? Ça va? C'est bon, vous m'entendez. Donc voilà, un très très beau site exceptionnel, c'est le site du Piégu à Rougier, situé à côté du château de Rougier. Je ne sais pas si vous connaissez, site très célèbre parmi les archéologues, parce que c'est le site qui a été fouillé par Gabriel Desmians d'Archimbault à partir des années 60 et qui est un site fondateur de l'archéologie médiévale en France. Donc à côté de ce château, on a une colline qui s'appelle le Piégu, et sur lequel se trouve ce site un peu plus ancien que le château, et qui est en fait un site fortifié des 5e, 8e siècles, dans lequel on a notamment un bastion, que vous voyez ici à l'image, avec plusieurs ouvertures de tir. Et ce site a été sondé par Gabriel Desmians d'Archimbault dans le cadre de ses recherches sur le château de Rougier, justement. Et qu'est-ce qu'elle y a trouvé? Eh bien, elle y a trouvé des céramiques typiques de cette période, et qui permettent de dire que le bâtiment a été mis en place dans le courant du 5e siècle. Donc là, les élévations que vous voyez, on a des élévations sur certains endroits 3 mètres de haut, ça date du 5e siècle, avec possiblement des reprises et l'étude du bâti est en cours. Voilà la fameuse colline. Alors pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Rougier, le château se trouve de ce côté-là. Et donc là, vous avez quelques exemples de céramiques qu'on appelle des dérivés de sigillées paléochrétiennes. Désolé pour le... Et donc en fait, c'est des céramiques dites sigillées à pâte très pure, utilisées beaucoup pour le service de table, en gros, donc des céramiques qu'on qualifie de fines, avec des décors et qui proviendraient de... Alors on est entre deux aires d'influence, justement, on est entre l'aire d'influence de Marseille, au niveau des céramiques, ce qu'on décèle, entre l'aire d'influence de Marseille et l'aire d'influence varoise, et ça traduit bien la position topographique, géographique du site, qui domine une voie qui n'est pas recensée comme une voie romaine, mais on ne peut pas penser qu'il n'y a pas une relation étroite avec cette route actuelle, dont on sait que souvent les routes départementales notamment reprennent des tracés de voies plus anciennes. Là, le site la domine directement, et cette voie en fait est un axe majeur. Ceux qui connaissent la route de Rougier, quand on passe par Tours notamment, juste avant Rougier, depuis le Var, c'est un axe majeur pour relier le Var, l'aire de Fréjus, etc., à l'aire marseillaise et l'aire aixoise aussi. Donc probablement un site à vocation militaire qui sert à contrôler une voie qui relie deux aires importantes que sont les aires marseillaises et aixoises d'un côté à l'ouest et l'aire toulonnaise fréjussienne à l'est. Autre site, alors quand on continue justement après avoir passé Rougier et quand on se dirige vers Marseille, on arrive dans la basse vallée de l'Uvonne et on arrive sur ce site-là, au pied du Garlaban, qui est le site du Bec Cornu, sur la commune d'Aubagne, et qui est un véritable nid d'aigle sur lequel ont été retrouvées des céramiques des 5e, 6e siècles. Donc là encore, vraiment un site à vocation militaire très éloigné de tous les terroirs cultivés ou cultivables, et vraiment avec une vue qui embrasse toute la basse vallée de l'Uvonne, qui est le principal débouché vers le bassin de Marseille, qui est Marseille, le principal port de l'époque mérovingienne. Donc là, certainement, une vocation de surveillance, vraiment de cet axe majeur, encore une fois, qui complète certainement le dispositif du Piégu.
Alors là, c'est un autre site encore à Velot, dans les Bouches-du-Rhône, sur les bords de l'étang de Berre, sur lequel c'est une zone qui est très riche en sites archéologiques, Saint-Blaise, Constantine, etc. Des sites très très riches en mobilier. Et ce site se rattache à cette série. Alors là, c'est le site de Sainte-Propice, sur lequel en fait on a, vous le voyez, une église qui est ici. Une église qui est située à ce niveau-là. Dès qu'on a passé 3 lignes de remparts donc pour protéger le site, dont vous apercevez la première ligne ici, qui est encore conservée et qui daterait de la phase alto-médiévale. Donc là, il faudrait faire des datations pour s'en assurer. Mais à part la phase proto-historique, et on sait qu'il n'y a pas de mortier de chaux à l'époque proto-historique, en tout cas pour la période qui est représentée sur le site, à part pour la période proto-historique, on n'a qu'une période d'occupation alto-médiévale pour l'instant dans le mobilier. Et le mobilier est très très riche pour la période alto-médiévale. Donc on a un site à vocation militaire dans sa forme, mais aussi dans son mobilier. Un site à vocation militaire, parce qu'il y a des anneaux de côte de mailles qui ont été retrouvés dans les années 80, des fragments de trompes d'appel pour sonner l'alarme, etc. Et aussi, en parallèle de cette forte vocation militaire, beaucoup de symboles chrétiens, donc beaucoup de céramique à forte connotation chrétienne, donc c'est pas exceptionnel pour l'époque, mais la quantité qu'on retrouve sur ce site est exceptionnelle. Donc là, vous voyez un plat de sigillée africaine qui provient du Maghreb. Donc, une représentation dans ce plat probablement d'un évêque qui tient sa crosse dans la main gauche, et d'autres assiettes que vous voyez avec des chrismes, etc. Ici, là, voilà. Un petit zoom sur ce personnage qui se tient debout, qui semble faire un geste de bénédiction de la main droite et un geste qui tient sa crosse de la main gauche, sa crosse d'évêque. Alors là encore, c'est l'interprétation de l'évêque et ce qui fait le plus le consensus, mais il y a plusieurs interprétations. Ça pourrait être, certains disent le Christ ou alors une autre figure, un saint, etc. Par contre, en reprenant le mobilier mis au jour dans les années 80 par l'archéologue qui a fouillé à cette époque-là, il y a parmi les caisses ce petit objet en terre, en argile, non cuite, qui a été trouvé avec une croix pâtée perlée, qui correspondrait, après avoir discuté avec un ami syrien, à des eulogies. Des eulogies, c'est quoi? Ce sont des petits jetons, en terre cuite notamment, produites sur les sanctuaires même, et que les pèlerins ramènent chez eux pour témoigner du fait qu'ils sont allés sur le sanctuaire, et aussi pour leur porter chance en gros. C'est attesté dans la Syrie du VIe siècle, pour notamment le culte de Siméon l'Alépin. Et ici, c'est inédit. Donc là, ce qui est aussi inédit, c'est que c'est pas cuit, c'est de l'argile crue. Donc ça confirmerait que cette eulogie est produite sur place. Donc si se trouve, on a un sanctuaire, un lieu de pèlerinage important à une période non déterminée, parce que c'est pas renseigné en stratigraphie. On ne sait pas d'où provient cet objet, il n'a jamais été mentionné dans les rapports. En tout cas, il vient du site. Alors, à côté de ces sites à forte vocation militaire, dont Sainte-Propice, c'est vraiment, enfin, on a des agglomérations qu'on va voir maintenant, mais Sainte-Propice, c'est vraiment, le site que je viens de vous montrer, c'est vraiment un intervalle entre ces deux sites à forte vocation militaire, quasiment exclusive, et ces agglomérations, parce que Sainte-Propice témoigne du fait qu'il y a une aristocratie ou une élite. On peut même parler d'aristocratie là vraiment à ce niveau-là sur ce site, parce qu'il est très très riche en termes de mobilier. Pour vous donner un ordre d'idée, dans une maison qui a été fouillée, qui n'est pas plus grande que la moitié de l'estrade, il y a 30 caisses qui ont été de mobilier qui ont été sorties en une année, en une campagne, c'est-à-dire même pas un mois de fouille. Donc là, ce site, ce serait un lieu où on retrouve une aristocratie militarisée et qui représente son pouvoir, ou en tout cas qui assoit son pouvoir par le culte, par le christianisme, etc. Donc on voit vraiment émerger dès cette époque-là une sorte de conception du pouvoir qui est toute médiévale, dès les 5e, 8e siècles. Alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième grande catégorie de sites, des sites qui sont de véritables agglomérations.
Alors voilà, petit exemple, là c'est un des plus célèbres de Provence, c'est le site de Constantine, à Alençon de Provence, qui est en fait une agglomération avec sanctuaire proto-historique, et qui est réoccupée au Moyen-Âge dans toute sa superficie, 5 hectares enfermés par un rempart, avec des phases de réfection qui, d'après Florence Verdun, qui est la dernière personne qui a vraiment fouillé de manière systématique ce site, ces phases de réfection dateraient du Haut Moyen-Âge. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément facile de le prouver, mais il y a des phases de réfection justement avec ce mortier de chaux qu'on retrouve aussi à Sainte-Propice. Donc voilà, un grand site avec ici, vous voyez un aperçu de ces fameux remparts qui sont monumentaux. Avec ici, vous voyez plusieurs phases, on voit dans le bâti plusieurs types d'appareils. La base en gros bloc daterait de la proto-histoire, et la phase par-dessus avec des petites pierres plates serait des réflexions probablement tardo-antiques. Autre exemple plus proche de nous, la base vallée de l'Argence est enserrée par deux de ces sites qui se font face et qui sont les deux sites les plus grands qu'on connaisse pour le Var. Donc deux sites très rapprochés comme ça, et les plus vastes qu'on connaisse dans le Var et dans la cité de Fréjus. Ça montre qu'il y a un certain dynamisme dans la région, dans ce coin-là. Et donc on va voir de suite ces sites. Là vous avez en haut le site de Bayonne, à Bagnols-en-Forêt, aussi appelé l'église des païens. Et au sud de l'autre côté, du côté de Roquebrune-sur-Argence, sur le rocher de Roquebrune, on a le site de Sainte-Candie. Donc ces deux sites-là semblent entretenir vraiment un lien étroit avec le chef-lieu de cité de Fréjus, et ils semblent enserrer un petit peu l'accès naturel au chef-lieu de cité et à la façade littorale. Donc voilà, le site de Sainte-Candie d'abord, à Roquebrune-sur-Argence, sur lequel des opérations de fouilles ont été faites entre 2000 et 2004 par Frédéric Bertoncello et Yann Kodou de l'Université de Nice. Et deux autres campagnes ont été faites dans le cadre de ma thèse en 2015 et 2016. Là vous avez un lidar qui montre un petit peu la morphologie du site avec une précision. Alors un lidar, je vais peut-être expliquer, c'est un avion en fait qui passe par-dessus le site, ou un drone, un aéronef, qui passe sur le site, qui bombarde le site de rayons infrarouges. Les rayons vont faire un aller-retour vers l'avion, et comme on connaît la vitesse de déplacement de ces rayons, et qu'on calcule le temps qu'ils mettent à partir et à revenir, on peut en déduire une distance. Et donc, à partir de ces distances, on arrive à recréer la position dans l'espace du point quand il a frappé le sol, ou quand il a frappé le couvert végétal. L'avantage du lidar, c'est qu'en fait l'avion va bombarder par exemple 40 points par mètre carré. C'est comme quand vous marchez dans une forêt, le soleil va passer à travers certains arbres, parfois certains rayons vont toucher le sol, d'autres rayons vont s'arrêter sur les feuilles. C'est exactement pareil pour le lidar. Certains rayons vont s'arrêter sur la végétation, et d'autres rayons vont aller sur le sol. Donc grâce au lidar, on arrive à voir à travers le couvert forestier et à recréer un modèle du terrain avec une précision qui peut atteindre parfois, qui peut être inférieure à 10 cm. Donc là, vous avez une de ces cartes créée avec un lidar, avec une précision de 10 cm, où on voit des anomalies qui apparaissent, donc qui sont surlignées avec des couleurs, qui restent à vérifier encore pour la plupart sur le terrain. Donc un site pour Sainte-Candie, situé sur le rocher, renfermé par un rempart, et qui fait 8 hectares. Donc c'est véritablement une agglomération dotée de plusieurs équipements qu'on va voir de suite. Donc voilà, au sommet, vous voyez au sud là, dans le cercle rouge, une église ou un enclos funéraire, on n'est pas encore sûr. En tout cas, un bâtiment à vocation funéraire, avec des sépultures difficiles à dater pour l'instant, parce que les os ont disparu à l'intérieur et il n'y a pas de mobilier. Donc c'est normal, on est sur des populations chrétiennes, donc en général il n'y a pas de mobilier pour pouvoir aller dans l'au-delà. En tout cas pour la résurrection, pour apparaître pur comme lors de l'Apocalypse en gros. Et donc on a ce bâtiment funéraire au point le plus haut du site, donc il domine tout le site. Donc une implantation privilégiée,
dans lequel on a découvert plusieurs sépultures que vous voyez sous tuiles, couvertes par des tuiles, dont deux sépultures proches d'une base en pierre qu'on voit ici. Une base en pierre entourée de ces sépultures, donc deux sépultures d'adultes et une sépulture d'enfant. Comment on peut dire que c'est une sépulture d'enfant alors qu'il n'y a pas d'eau? Ben, c'est la sépulture fait 1,10 m de long, donc on en déduit que c'est peut-être un enfant ou un nain. C'est possible, je sais pas. Et donc et aussi sur cette sépulture d'enfant, c'est la seule sépulture qui a livré pour une tuile de couverture une inscription en latin cursif avec une croix gravée. Donc un soin particulier à apporter à cette sépulture. Et d'après les personnes qui se sont penchées, les spécialistes qui sont bien penchés sur l'inscription, on a deux interprétations possibles. C'est soit, cette inscription est très difficile à lire parce que c'est du latin cursif et qu'en plus elle est en partie effacée. Donc c'est soit le nom, un nom, on ne sait pas de qui, peut-être de l'enfant, suivi d'une date en calende, parce qu'on a un cas, donc système des calendes, datation, système antique de datation, qui se perpétue aussi jusqu'au Moyen-Âge central, donc on ne peut pas en déduire une datation. Donc le nom et les calendes, voilà, donc peut-être la date d'ensevelissement de l'enfant, ou alors sa date de décès, je ne sais pas, peut-être que un collègue qui est spécialiste des sépultures m'a décidé. Voilà, en tout cas j'en ai pas. Autre bâtiment voilà, à vocation cultuelle retrouvé sur le site, ben, c'est cette église qui est située un peu en contrebas, qui est une église avec un sol en béton de Tuileaux et dans lequel en fait ont été découverts des os, notamment le squelette d'un adulte qu'on voit ici, et la réduction, donc les restes osseux de deux adolescents contenus dans un coffre situé près de l'entrée de l'église qu'on voit ici. Vous voyez les petits cadres rouges qu'on voit sur l'image supérieure. C'est les différentes sépultures qui ont été trouvées dans l'église pour l'instant. Donc l'église, d'après, en tout cas, la sépulture a été datée des 7e et 8e siècles, donc le sol qui est venu se superposer à la sépulture est postérieur au 7e, en tout cas la datation de la sépulture que vous voyez ici. Donc cet homme qu'on a trouvé dans l'église pourrait peut-être être un membre privilégié sur le site, parce que normalement, théoriquement, c'est jamais vraiment suivi. En tout cas, théoriquement, les sépultures dans les églises sont interdites pour cette époque-là. Alors, c'est peut être soit un membre du clergé, soit un membre de l'élite, qui peut passer outre les interdits. Ce qui nous fait dire ça aussi, c'est qu'il y a une petite étude anthropo sur le squelette. Et apparemment, c'était un bonhomme d'une stature assez conséquente, avec une très forte musculature, qui avait des gros ancrages musculaires, et qui avait une stature qui faisait 1,80 m à peu près, ce qui est bien au-dessus de la moyenne pour l'époque, parce que, corrigez-moi si je me trompe, la moyenne pour l'époque pour les hommes, c'est à peu près 1,60 m, c'est ce qu'on dit tout le temps en tout cas. Voilà. Quelques détails de ce bonhomme, donc, qui a fait l'objet de récupération, oui, qui avait une grosse, qui était quelqu'un d'assez imposant apparemment, avec des os très épais, et qui a fait l'objet de récupération à une époque indéterminée, parce que la dalle de couverture qui était située sur son bassin a été arrachée, et tous les os du bassin ont été retournés, et apparemment quelques os ont été sciés. Donc, est-ce qu'il n'avait pas une ceinture qui a été arrachée à un moment donné? Donc, ça, on ne peut pas le prouver, on n'a plus la ceinture, on n'a rien, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a quelques indices qui permettent de laisser penser, et qui iraient dans le sens d'un personnage qui avait des objets peut-être remarquables sur lui, et qui appartenait soit du coup au clergé, comme je vous disais tout à l'heure, soit à l'élite. Voilà l'autre, dans cette église, près de l'entrée, le petit coffre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contenait les deux adolescents, quelques os de ces adolescents, parce qu'apparemment ils ont été déplacés d'une autre sépulture, c'est ce qu'on appelle une réduction. En fait, ils ont été amenés, enfin un dépôt secondaire, pardon. Ils ont été amenés après que leur cadavre soit réduit à l'état d'ossement. Donc là, vous avez un crâne, plusieurs os longs. Donc voilà, c'est ça. Il
Il n'y a que des Olons qui ont été choisis aussi pour ce dépôt. Donc les os qui se conservent le mieux. Donc ces deux adolescents, il y a un os qui a été daté parmi ces deux adolescents et ça a donné même datation que pour le bonhomme que vous avez vu tout à l'heure. On est cette fois-ci entre la fin du 7e et le 9e siècle. Donc ce qui continue à laisser penser, qui appuie l'hypothèse d'une église d'époque, de la fin de l'époque mérovingienne et de l'époque carolingienne. Donc début de l'époque carolingienne, soit fin 7e, courant 9e. Autre découverte, donc un système de lignes d'enceinte, donc un système défensif assez élaboré, mais qui réutilise le modelé du terrain, qui s'ancre sur les rochers, etc. Donc aussi un peu opportuniste. Avec notamment cette première ligne d'enceinte qui montre une phase d'effondrement, liée probablement à la phase 5e, 6e, avec par-dessus 3 mètres d'empilement de sédiments, donc de fortes phases d'érosion, qui pourraient correspondre, ça reste encore à étudier, on l'a pas encore fait, qui pourrait correspondre à ce qu'on retrouve de manière globale pour le milieu du 6e siècle, avec des phases de péjoration climatique notamment, avec beaucoup de ruissellement, etc., et qu'on retrouve souvent enfouis. Donc là, cette enceinte, donc vous avez qui s'est effondrée, qui ensuite a été reconstruite probablement dans une deuxième phase, donc probablement au 7e et 9e siècle, parce que c'est la deuxième phase qu'on retrouve de réoccupation partout sur le site. Donc une enceinte avec base de pierre et cléonnage par-dessus probablement, ou alors des matériaux périssables. Donc là c'est une représentation artistique un peu faite par une amie qui est archéologue aussi. Autre secteur qui a été fouillé sur le site, c'est une ruelle, donc avec des bâtiments organisés de chaque côté, avec plusieurs scories de fer qui permettent d'attester d'une activité artisanale, donc des activités liées au feu, la métallurgie, etc., pour la phase 7e, 9e siècle du site, pour laquelle 2 monnaies ont été découvertes aussi, ce qui est assez rare pour cette époque, 2 monnaies de la fin du 7e, début 8e siècle, dont une obole en argent des patrices de Marseille, donc des sortes de ducs pour l'époque, et un denier en argent de la région de Tours. Tours-Poitiers, ce qu'on appelle des deniers de Touraine, ce que les numismates appellent des deniers de Touraine, avec un pentagramme. Donc on aurait là un quartier avec une ruelle, avec des activités artisanales, du fer, mais aussi un peu d'activités liées au verre, notamment des objets en verre. On a retrouvé des tesselles de verre récupérées sur des sites antiques, très probablement, des tesselles de mosaïque, qui étaient réutilisées à l'époque médiévale pour les faire refondre et faire des objets avec. Voilà, bon là l'image est un peu floue parce qu'elle a été vachement agrandie, mais on a un exemple d'effondrement de toiture dans cette ruelle. Vous voyez à quoi pouvaient ressembler les tuiles pour l'époque. Là, elles sont très fragmentaires, elles ont été éclatées. Mais voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des tégulés. Pluriel, singulier tégula. C'est des tuiles plates d'époque romaine qu'on retrouve notamment sur les couvertures des individus situés dans la supposée église, la première que je vous ai montrée. Donc voilà, je vous ai parlé de Sainte-Candie, donc vous voyez qu'il y a vraiment une agglomération qui est un peu tout, donc un système défensif assez élaboré, 8 hectares, un quartier artisanal, 2 lieux de culte, ou 2 lieux à vocation religieuse et funéraire, et donc on a vraiment l'image d'une agglomération qui a évolué pendant 3 siècles avec des phases de désertion ponctuellement, réoccupation, etc. Et donc ça n'a rien à voir avec les premiers sites que je vous ai montrés, qui étaient des sites vraiment à vocation militaire prépondérante, souvent de superficie réduite. Là on est sur de véritables villes qui vont remplacer un petit peu, qui vont capter la dynamique de peuplement qu'on retrouvait dans les cités à l'époque romaine. Les cités à cette époque-là sont un peu désertées, elles connaissent une réduction drastique dans leur emprise, et la population apparemment se déplace, et pourquoi pas sur ces sites-là justement. De gré ou de force. L'autre exemple donc, que je vous montrais, c'est celui de Bayonne, à Bagnols-en-Forêt, situé donc face à Sainte-Candie, je l'appelle le frère le site jumeau de Sainte-Candie, occupé pareil entre le 5e et le 8e siècle,
et qui a l'air d'être un peu plus riche. Là, on arrive à capter un petit peu plus une présence élitaire. Donc, je vais vous montrer le cadre d'une étude, d'une reprise d'études de mobilier qui a été mise au jour dans les années 70 et qui, à l'époque, bon, avec les connaissances de l'époque, ils faisaient comme ils pouvaient, le mobilier avait été mal interprété. Donc là, il y a vraiment nécessité de reprendre le mobilier sur certains sites, reprendre les archives, et pour voir si on n'arrive pas à en dégager de nouvelles données. Donc là, c'est ce qu'on a fait à Bagnols-en-Forêt. Donc pour le contexte, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu, hein, c'est le site qui fait face à Saint-Candy. Donc Saint-Candy, 8 hectares enclos par un rempart. Bagnols-en-Forêt, 5 hectares. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, on a repris les fouilles des années 74-85, faites par Guy Désira. Donc là, vous avez quelques photos de l'époque, vous voyez, on fouillait avec les moyens qu'on avait. Et donc plusieurs choses ont été découvertes sur ce site, des habitats, un dépotoir qu'on va voir, sur lequel on va se pencher, une citerne très importante, mal datée bien sûr, c'est très difficile de dater une citerne, il n'y a pas d'occupation à l'intérieur, donc il n'y a pas forcément de mobilier. Et une grotte et d'autres qualités qui n'ont pas été explorées, mais une grotte sépulcrale de l'âge du bronze, que je ne vais pas vous présenter là parce que ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Donc voilà la reprise des données pour ce site. C'est en plusieurs étapes. D'abord, on a essayé de réactualiser le relevé topographique du site pour arriver un peu à voir quel était le modelé de ce site, quelle était sa morphologie. Et ensuite, consultation des rapports, donc consultation systématique de tous les rapports pour essayer de voir où les fouilles se sont portées, comment elles ont été effectuées, avec quels moyens, quelle a été la démarche adoptée de manière globale. Ensuite, étude du mobilier qui a été dégagée à l'époque avec les connaissances actuelles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vous ai dit qu'il y a un dépotoir qui a été découvert, et c'est le dépotoir qui a livré la plupart du mobilier découvert sur le site. Pourquoi? Parce qu'un dépotoir, c'est rien d'autre qu'une poubelle en fait. Donc les gens jetaient tout à l'époque dedans, et donc c'est un témoin indirect de la vie sur le site à l'époque. Donc sur ce dépotoir, on a fait alors ce que je les ai mis, voilà. Sur ce dépotoir, que vous voyez ici, donc très profond, hein, c'est les fouilleurs de l'époque dans le dépotoir debout. On a 2 datations qui ont été effectuées sur des eaux retrouvées dans le dépotoir, 2 datations radiocarbone, des eaux qu'on a prises de manière aléatoire pour ne pas biaiser la donnée. Et les 2 datations concordent. On serait entre le milieu du 7e et la fin du 8e siècle. Donc un dépotoir qui est contemporain des sépultures de l'église basse de Saint-Candy, du squelette que je vous ai montré et des adolescents. Donc ce qu'on a trouvé, ce qu'on a retrouvé en reprenant les données de fouilles, eh bien d'abord des choses relatives à la cuisine, notamment voilà, à table, quelques pots qui ont été découverts dans le dépotoir. Vous avez des céramiques, bon ça c'est pas grand chose, là c'est des bords de pots qui sont destinés à aller sur le feu. Des céramiques plus fines destinées au service de table, donc en fait des assiettes, etc., des bols pour manger. Et puis il y a un vase en pierre olaire. Ce qu'on appelle un vase en pierre olaire, c'est des vases en pierre tournés qui proviennent des régions alpines, notamment du Val d'Aoste, et qui sont importés depuis l'Antiquité en Gaule, mais plus précis, qui tendent à se multiplier dans la région à partir du 6e siècle et probablement jusqu'au 9e siècle. Voilà, alors quelques autres céramiques liées à la table, etc. Donc là, des amphores notamment africaines, des amphores aussi dites orientales qui proviennent à pâte plus claire, là vous voyez, qui proviennent des régions orientales de la Méditerranée, donc plus la région égéenne actuelle, et celle à la Grèce, etc. Vous voyez qu'on est loin d'une époque de repli sur soi et on a vraiment encore un commerce au long cours qui se pratique à cette époque-là. Autre chose qui accompagne ces céramiques, les objets en verre. Donc là, vous avez quelques exemples d'objets en verre qui ont été découverts dans ce dépotoir. On a notamment ce fond-là, vous voyez, avec ce décor un peu complexe, à filet blanc. Ça s'appelle une palm cup.
Et ça, c'est du verre qui provient de la Syrie actuelle et qui date du 8e siècle. C'est une coupe à boire. Donc du mobilier vraiment raffiné. C'est pas du mobilier que tout le monde utilise à l'époque. C'était du mobilier lié à l'élite, vraiment aux gens, à l'élite sociale. Donc autre chose, bâtir et habiter. Voilà, donc quelques objets liés à l'architecture, donc une terre cuite pour le fêtage d'un bâtiment, des clous de charpente. Ici, donc dans la catégorie habité, un briquet, donc là vous avez que le dessin en bas, là tout en bas, ce sorte de corne un petit peu, c'est un briquet en fer, et qui est en fait un briquet qu'on frappait contre un silex pour produire des étincelles et allumer des feux. Donc, c'est un briquet très rudimentaire. Et à droite, des éléments de coffre, ce qu'on appelle des fermoirs de coffre, en alliage cuivreux. Voilà, autre type d'objet, donc des objets liés aux vêtements. Là, vous avez à gauche un bracelet, ensuite des anneaux, et notamment une bague en verre. Donc ça, c'est vachement rare à trouver. C'est une bague en verre jaune qui est, pour le coup, assez exceptionnelle dans la région pour cette période-là. Je ne parle pas de la période romaine, où c'est un peu plus riche en général. Ils sont pour y gâter. La chasse, la pêche et l'armement. Voilà, quelques pointes de flèche. Donc la pointe de flèche que vous voyez à gauche, qui est très simple, en haut à gauche. Et par contre, la pointe de flèche que vous voyez au centre n'est pas cassée. C'est une pointe de flèche qui est faite comme ça, qui est produite dès l'origine, qui est comme ça, et qui est probablement une pointe faite pour la chasse. Il s'agit en fait de couper un petit peu c'est fait notamment pour la chasse aux oiseaux, parce qu'on a dit. Donc c'est fait vraiment pour découper la chair, parce que la flèche va en fait ricocher contre l'animal et découper en fait l'animal. Ensuite, une pointe de flèche plus probablement liée à des activités plus guerrières. Un hameçon pour la pêche. Puis voilà. Et là, tout à droite, c'est pas évident, mais c'est un anneau de côte de maille. Donc c'est pareil, Sainte Propice à Velours. Ça c'est quoi celui-là? L'outillage. Donc voilà, quelques couteaux, un émondoir donc pour couper les branches, donc des outils liés au monde agricole. Là, un manche de couteau en os gravé. Et à droite, c'est ce qu'on appelle des fiches labellières. Et on ne connaît pas trop en fait la fonction de ces objets-là, ces objets en fer. Et on suppose que c'était soit, alors, les hypothèses sont très... c'est soit une épingle pour les cheveux, soit une sorte de fourchette en fait qu'on utilisait à l'époque pour piquer, voilà, un objet à tout faire un peu. Le couteau suisse de l'époque, ils appellent ça dans les publications. L'explication est très floue, mais c'est parce que les hypothèses sont très floues ici, donc c'est un peu complexe. L'élevage à Bagnoles, donc des témoignages indirects avec ces objets, notamment des sonnailles pour bovider, et en haut un peson pour les activités de tissage, pour tendre les fils sur le métier à tisser. Témoignage direct des activités d'élevage, mise en évidence et qui renvoie notamment à ces sonnailles du coup. L'étude archéozoologique faite par une collègue a apporté quelques indices par rapport à l'élevage. Donc elle a étudié voilà, tous ces restes que vous voyez là, qui proviennent d'un tiers du dépotoir qui a été fouillé, sachant qu'il y a encore au moins 2 dépotoirs à côté et du coup les 2 tiers du dépotoir ne sont pas fouillés. En tout, 9660 restes, dont la moitié à peu près ont pu être identifiés. Mais ça permet déjà d'avoir une idée en termes de représentation des animaux présents qui ont été jetés là. Quoi, en gros. Donc elle a trouvé la triade habituelle, c'est-à-dire les suidés, cochons et ça, les bovidés et les caprinés, les chèvres, moutons, etc. Avec une prépondérance des bovidés.
ce qui est plutôt inhabituel pour les sites de la même époque. Donc là, on est vraiment sur ce site-là, des activités d'élevage liées au bœuf, sur lesquelles on va revenir plus tard. Donc on a, à côté de ces objets, de ces animaux, de cette triade classique, on a quelques autres animaux qui ont été découverts, notamment plus inhabituels, de l'oie, un cheval, un équidé, on ne sait pas si c'est un cheval, un âne, etc. En tout cas un équidé, un grand canidé qui pourrait être soit un très gros chien, soit un loup. Et c'est intéressant parce que parmi les os qu'elle a étudiés, elle a retrouvé des os mâchouillés par justement un chien, un canidé. Du cerf, du chevreuil, donc des animaux apportés là parce qu'ils ont été chassés, quoi, en gros. Voilà. Du lièvre et un vautour. Donc ça renvoie probablement des pratiques d'élevage des rapaces, probablement. Donc des pratiques qu'on retrouve au Moyen-Âge central, liées, encore une fois, à des classes sociales privilégiées, avec du dressage, etc. Donc sur ces os-là, beaucoup de traces de découpage, donc vraiment des animaux consommés, quoi, pour leur viande. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les bovidés qui forment la plus grande classe d'animaux découverts dans ce dépotoir, il y a l'archéozoologue a remarqué qu'il y a beaucoup de veaux qui ont été abattus. Or, abattre des veaux, ça implique d'abattre des animaux avant d'avoir exploité leur plein potentiel dans le domaine agro-pastoral. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ils se sont permis le luxe d'abattre des animaux pour leur viande. Et ça, c'est plutôt inhabituel, et ça témoigne vraiment d'une classe sociale privilégiée, encore une fois. Ou un niveau de vie, en tout cas, qui permet ce genre de sacrifice. Donc le phénomène de perchement de l'habitat, c'est pas qu'en Provence, on le voit vraiment un peu partout en Europe à cette époque-là, et surtout le pourtour méditerranéen. Quelques petits exemples. En Écosse, notamment, où on a dans les territoires pictes, ce site de Burghead, fouillé par un collègue, donc vous voyez une image actuelle aujourd'hui, est restituée en bas à droite, donc un très grand site, encore une capitale picte de plusieurs hectares, avec de l'armement, etc. Autre site, voilà, d'Unad, qui est une capitale par contre du royaume de Dalriata, qui émerge à cette époque-là, et qui est le royaume dans lequel a été produit le livre de Kells, donc au 8e siècle. Donc un royaume assis entre l'Écosse et l'Irlande, très puissant, et qui annonce déjà le royaume d'Écosse. Voilà, encore des exemples en Angleterre. Le site qui doit vous dire quelque chose par son nom, Tintagel, donc le site mythique de naissance du roi, pas moins mythique, Arthur, donc qui est fouillé par des collègues anglais, et qui propose ici une restitution avec, vous voyez, vraiment un grand site d'habitat très peuplé, avec encore des amphores qui vont jusqu'en Écosse, et des amphores en provenance d'Afrique du Nord, et des céramiques, dont mon collègue britannique m'a dit, des céramiques de la région de Marseille. Donc des fameuses DSP que je vous ai montré tout à l'heure, des dérivés de sigillés paléo-chrétiennes, avec ses décors, etc. Ils en retrouvent aussi un peu en Écosse. Beaucoup de la zone atlantique, mais un petit peu aussi de cette région provençale. Donc encore un monde interconnecté avec un phénomène généralisé. Voilà, je ne vais pas trop m'appesantir sur ça, mais voilà, au Pays de Galles, site aussi célèbre, mythique, le site de Dinas Emrys, qui est le site mythique sur lequel se serait replié. J'ai un problème. C'est bon, sur lequel se serait replié. Enfin bref, le roi briton qui fuyait l'invasion anglo-saxonne, et sur lequel il y aurait eu un combat entre deux dragons dans la légende, entre le dragon rouge qui représentait les Britons, qui ont fui ensuite en Bretagne.
en Bretagne, en France, et le dragon blanc des Saxons et le dragon rouge des Britons a donné le drapeau du pays de Galles actuellement. Il est déjà représenté, vous voyez, dans le roman de Brut au XIVe siècle. Voilà, tous les sites concernés par les habitats perchés en Europe, et on peut faire un petit zoom sur le sud de la France. Et vous voyez un petit peu la densité, avec une très forte densité en Provence, mais c'est aussi parce qu'en Provence, il y a beaucoup eu de repérages archéologiques, etc. Il y a une très grosse tradition de prospection, ce qui fait qu'on a une meilleure connaissance du terrain en général, enfin en tout cas des sites. Les sites sont mieux recensés. Et vous voyez que c'est un phénomène qui est généralisé. Voilà. Je ne vous ai pas mis le nord de la France, mais il y a une très grosse concentration aussi de sites. Voilà, donc, comme on l'a dit tout à l'heure pour Sainte-Propice notamment, on a une affirmation des élites régionales à cette époque-là, avec, pendant l'Antiquité, un État impérial fort, avec une armée impériale. Et lorsque l'Empire s'effondre, en fait, l'État impérial s'effondre avec son administration, eh bien, on va avoir des représentants locaux du pouvoir, qui sont les mêmes ceux de l'époque impériale, qui ont gardé leur statut, qui vont prendre le relais un petit peu des prérogatives impériales, et notamment les prérogatives militaires, comme vous voyez, jusqu'à mener, à l'époque féodale, à un morcellement de plus en plus accentué, avec des seigneurs locaux, etc., soumis, bon, bien sûr, pas tout le monde fait ce qu'il a envie. Il y a des hiérarchies, il y a des liens de vassal à suzerain, etc. Mais tout ça, ça met du temps à s'établir, et la racine se situe très probablement dès le 5e siècle, pour cette période féodale. Donc dès le 5e siècle, on a ce morcellement du pouvoir, des fonctions militaires, etc., qui va perdurer jusqu'à donner à l'époque féodale. Donc là, vous voyez quelques exemples. Donc la statue d'Auguste de Prima Porta, des légionnaires représentés sur les bas-reliefs de Glanum, un extrait du psautier d'Utrecht qui date du 9e siècle, et un extrait du livre, décidément, excusez-moi, d'un livre allemand du XIVe siècle, quoi, d'un codex, le Codex Manesse. Voilà. Donc la fin de l'Empire, ben, c'est un nouvel ordre civique. Du coup. On a ces élites qui s'affirment, ces élites locales, et elles vont s'affirmer grâce notamment à la religion et grâce au christianisme qui va s'étendre dès cette époque-là. On a notamment dans les Alpes de Haute-Provence la pierre écrite que vous voyez en arrière-plan, là, qui parle de la fondation de Théopolis, la cité de Dieu, par Claudius Postumus Dardanus, qui est le préfet du prétoire des Gaules, et enfin ex-préfet du prétoire des Gaules, qui va fonder avec sa femme et son frère, ils vont fonder une cité dans laquelle ils vont mettre en sûreté, disent les habitants. Donc mettre en sûreté, c'est un terme utilisé pendant toute l'époque romaine aussi, assurer la sûreté, etc. C'est ce qu'on appelle le patrocinium, le patronage, en gros, parce qu'il y a des patronages. Il va en fait, c'est pas simplement, il faut le comprendre, c'est pas simplement un bon esprit, c'est pas quelqu'un qui va faire ça de manière gratuite, il va le faire contre une reconnaissance publique. Et d'ailleurs, il le mentionne. Il dit à la fin de l'inscription, et c'est un terme qui revient souvent dans ces manifestations de patrocinium, c'est pour que la reconnaissance de tous lui soit témoignée. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. En faisant ça, il s'assure la fidélité des personnes qui le logent. Et cette pratique du patrocinium, du patronage, va un peu, finalement, quand l'Empire romain, l'État romain va s'effondrer, il va y avoir un petit peu des abus qui sont dénoncés notamment par Salvien de Marseille, un prêtre réfugié à Marseille au 5e siècle, qui nous dit que ces gens-là, en fait, sous couvert du patrocinium, prennent des gens sous leur protection, ils les enferment en gros dans des habitats comme celui de Théopolis, et récupèrent les taxes qui allaient avant à l'Empire romain, qui n'est plus en mesure de les percevoir, bien sûr. Ces taxes vont être perçues et captées par ces nouveaux hommes très puissants localement et qui vont en fait s'enrichir encore plus jusqu'à donner des élites du Moyen-Âge. Et une des principales taxes perçues dès ces époques-là, c'est la dîme, c'est-à-dire le 10e des revenus d'un foyer.
qui n'est pas imposé en gros par la loi, mais qui va être imposé par les canons. C'est-à-dire que les canons, les actes des conciles, disent aux gens, d'accord, si vous voulez, ne versez pas la dîme à l'église, par exemple. Or, les églises sont sur les sites perchés, comme on l'a vu avec Sainte-Candie, elles ont des positions parfois favorisées, elles dominent les sites, etc., dans beaucoup de cas. Donc elles sont probablement mises en place par ces hommes qui mettent en place ces sites perchés. Si vous ne versez pas la dîme à l'église, pour en revenir au propos, si vous ne versez pas la dîme à l'église, vous êtes des mauvais chrétiens, vous êtes damnés pour l'éternité, et en gros, plus personne vous traitera comme un être humain, quoi. Donc vous êtes marginalisés. Donc les gens vont le faire, du coup. Donc c'est une obligation déguisée. Voilà. Donc dès le VIe siècle, c'est inscrit dans les canons, et donc cette dîme va jouer un rôle important jusqu'au Moyen-Âge central, et même jusqu'à la fin de l'époque féodale, qui est la Révolution française. Jusqu'à la Révolution française, on a ces dîmes. Donc vous voyez que ce système féodal qui se perdure jusqu'à la Révolution française, bien sûr en évoluant grandement, il a ses racines dès le Ve siècle. Donc c'est une histoire sur le temps très long. Comme je l'ai dit, voilà, on est aux origines de la société féodale, et non seulement dans la question de la perception des dîmes, dans la question de la représentation du pouvoir, mais aussi dans la question de la architecturale, vraiment dans la question de la manifestation architecturale et archéologique. On commence à avoir, vous l'avez vu, ces sites perchés qui apparaissent, qu'on appelle dans les textes, très rares textes conservés, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas beaucoup de textes avant le Xe siècle. On les appelle des castella ou des castras, et c'est le terme latin utilisé aussi à l'époque des Xe, XIe siècle, et pendant tout le Moyen-Âge, notamment pour ce genre de site. Là, vous avez un exemple fouillé par un collègue et ami dans les Alpes-de-Haute-Provence. C'est le site de Notre-Dame à Almagne-en-Provence, avec une restitution du premier état qui est daté de la fin du Xe siècle, avec cette tour en bois, voilà, qui annonce déjà les premiers châteaux et ce qu'on appelle les modes féodales, en gros, de manière pour caricaturer un peu, qui va aboutir au fil des siècles à ce modèle-là du château qu'on a tous en tête, bien affirmé dès les XIIIe, XIVe siècles. Ici, vous avez l'exemple du vieux Revest à Sainte-Maxime. Donc vous voyez, site exceptionnel situé sur votre commune avec l'église encore en élévation, l'église romane, les portes, etc. dans son jus. Donc on a, à la fin du Xe siècle, après cette maturité en termes de quand ce pouvoir qui s'est mis en place dès le Ve siècle va maturer encore quelques siècles, etc., il va amener à des divisions territoriales du pouvoir, etc., qui vont affaiblir un petit peu l'autorité centrale. Et lorsque la Provence est sous l'autorité de la couronne bourguignonne, c'est-à-dire que lorsque la Provence est rattachée au royaume de Bourgogne à la fin du milieu Xe siècle, on est dans un monde très fragmenté en termes de pouvoir, qui ne peut plus faire face notamment à de menaces de grande ampleur, comme notamment la question de la présence sarrasine, qui est débattue archéologiquement, mais qui est bien prouvée par les textes. Plusieurs textes en parlent, que ce soit des textes latins ou des textes arabo-musulmans. On a, pour la fin du Xe, XIe siècle, fin Xe siècle, pardon, des mentions dans les textes qui racontent la présence d'un site fortifié, occupé par des gens qui sont à la base des pirates, ils disent pirates, ils utilisent le terme de pirates, ou du côté arabo-musulman, ils disent des combattants de la foi. Donc il y a fin Xe siècle cette communauté qui est probablement établie d'après les mentions qu'on en retrouve au XIe siècle, parce qu'au XIe siècle, ce site n'existe plus, parce que le site est attaqué en 972 par le comte de Provence, Guillaume II le Libérateur, et par des seigneurs italiens qui vont en fait reprendre le site et chasser les occupants. On a des mentions au XIe siècle de donation in territorium fraxinetum, parce que ce site s'appelle le fraxinetum dans les textes, et al-farashinite dans les textes musulmans. Et ces donations sont réparties autour du golfe de Saint-Tropez, quand ils disent in territorium fraxinetum. Donc ça permet de supposer que ce site se situait, et son territoire, se situait autour du golfe de Saint-Tropez. Après savoir où la fortification précisément se trouvait,
dont il parle de tout le temps dans les textes, ben, ça c'est une autre histoire. Donc on a des textes, comme vous l'avez vu, qui en parlent, mais archéologiquement on n'a pas grand-chose sur Terre. On a ce site situé à Sainte-Maxime, à la limite entre les communes de Sainte-Maxime et du Plan de la Tour, qui s'appelle Saint-Père, qui est un pôle de peuplement, et le pôle de peuplement connu le plus important pour le Haut Moyen-Âge dans le secteur, et qui domine directement le golfe de Saint-Tropez, dans lequel une épave arabo-musulmane a été découverte, avec du mobilier daté du Xe siècle, et qui se rattache à une série d'épaves découvertes sur le littoral provençal, de Marseille jusqu'à Cannes. Vous les avez ici, je ne vais pas me rapprocher, mais est-ce que je peux peut-être mettre ça avec le... Voilà. Vous avez l'épave de Saint-Tropez, elle est là, et vous avez une autre épave à proximité d'ici, à Aguet. Donc voilà ce qui a été découvert dans ces épaves, et le mobilier étudié par une collègue. Des gourdes annulaires, des objets zoomorphes, enfin des marmites en métal, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces épaves, il y a des grandes marmites qui ont été découvertes, dont la forme se retrouve que dans le monde musulman, notamment en Espagne andalouse, d'où ces épaves proviennent, et d'où sont censés provenir les fameux pirates signalés dans les textes. Les pirates, les combattants de la foi, ça dépend de quel point de vue. Et ces marmites, qui ont donc des formes typiques du monde musulman, sont faites avec une pâte qui provient soit du massif des Maures, soit de l'Estérel. Il y a eu une analyse dessus, et donc on aurait des productions sur le littoral provençal, exportées dans le bassin méditerranéen, sur des épaves andalouses. Donc, ça ne fait pas de doute, si on a des textes qui en parlent aussi nombreux des deux côtés, et si on a ces marmites présentes sur ces épaves, ça prouve bien qu'il y a au large, dans le massif des Maures, une occupation sarrasine, à la fin du Xe siècle, enfin, fin 9e, courant Xe siècle, mais malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Parce que le massif des Maures, c'est très difficile à prospecter, c'est très... voilà, pour trouver un site, c'est trop compliqué, et rien ne dit que sur place, comme le laisse présager ces marmites, rien ne dit que sur place, ces populations-là, arabo-musulmanes, n'utilisaient pas des céramiques locales. Un exemple, on sait que la Normandie a été donnée aux Vikings, en gros, aux Normands, mais la Normandie comporte moins de traces archéologiques d'une présence viking que la Bretagne. Donc, certainement que les populations importées, qui viendraient du Danemark, dans le cas de la Normandie, ont adopté les us et coutumes locales, qui se sont adaptés, qui ont utilisé des objets locaux, etc. Donc voilà, petite carte qui montre l'intégration du fraxinétum dans les dynamiques d'échange dans le bassin méditerranéen. Vous voyez, ils font partie d'échanges au très long cours. Donc ces marmites ont pu être livrées un petit peu sur tout le pourtour méditerranéen, parce qu'on sait qu'il y a des implantations à cette époque-là arabo-musulmanes entre le 9e et le 10e siècle en Italie, bien sûr sur les côtes en Espagne, parce que c'est de là qu'ils viennent. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions.